La pauvre veuve a offert un abri à un inconnu, mais elle n'imaginait pas qu'il était dans les collines douces de la Provence, là où les champs de lavande ondulent au rythme du Mistral et où les cigales chantent jusqu'au crépuscule, Élise Moreau vivait une vie discrète mais empreinte de dignité. Âgée de 36 ans, elle habitait une modeste maison de pierre, aux volets bleus délavés, perchée à la sortie du petit village de Saint-Aurélien. Depuis 2 ans, elle tenait seule le Café Moreau, un petit établissement familial hérité de son défunt mari, Antoine, emporté brutalement par une crise cardiaque par un matin d'hiver. Chaque jour, Élise ouvrait le café à 7 heures précises. Elle essuyait les tables avec soin, rangeait les chaises, préparait le café avec une attention presque rituelle. Les habitants du village respectaient sa force tranquille. On parlait d'elle avec tendresse, parfois avec pitié, mais toujours avec admiration. Elle ne se plaignait jamais, ne pleurait plus en public. Pourtant, la solitude lui collait à la peau comme une seconde ombre. Les dimanches étaient les plus durs. Le marché se terminait tôt et l'après-midi s'étirait lentement dans un silence pesant. Ce dimanche-là, justement, le ciel s'assombrissait. Un orage grondait au loin, et les premières gouttes de pluie s'écrasaient sur les pavés de la ruelle quand Élise referma la porte du café. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle, le panier à moitié vide sur le bras, lorsqu'un bruit sec retentit. Un claquement de portière suivi d'un moteur tout sautant. Un vieux break couvert de boue s'était arrêté devant sa maison. Un homme en descendit, visiblement épuisé. Il portait un manteau long taché de terre et des bottes détrempées. Son visage, partiellement dissimulé par une écharpe en laine grossière, laissait entrevoir des traits tirés mais nobles, presque élégants malgré la saleté. Il leva les yeux vers la maison, puis vers Élise, debout sous l'auvent du café. « Excusez-moi », dit-il d'une voix rauque, un brin hésitante. « Mon véhicule est tombé en panne. Je n'ai pas de réseau ici. Pourriez-vous m'indiquer un garage? Ou un abri, peut-être, jusqu'à ce que la pluie cesse ?» Il ne ressemblait pas aux voyageurs habituels. Trop poli, trop précis dans sa manière de parler. Mais il semblait sincère, et ses yeux, d'un gris trouble, portèrent la fatigue de quelqu'un qui avait marché longtemps. Élise resta un instant figée, pesant ses mots, écoutant la pluie s'intensifier. Puis, sans un mot, elle fit un pas de côté et ouvrit la porte de sa maison. « Entrez, vous êtes trempé. » L'homme la remercia d'un léger hochement de tête et pénétra dans la petite entrée, s'essuyant tant bien que mal les pieds sur le paillasson usé. L'intérieur était simple, mais chaleureux. Des murs en pierre apparente, quelques tableaux représentant des paysages provençaux et l'odeur persistante du café du matin. Élise posa son panier, accrocha son manteau et lui indiqua une chaise près du poêle. « Je m'appelle Élise Moreau. Et vous ?» Il hésita un instant, comme s'il cherchait ses mots. « Marc, répondit-il enfin. « Juste Marc. » Elle haussa un sourcil mais ne dit rien. Le feu crépitait doucement, réchauffant l'atmosphère. Elle lui tendit une serviette propre et alla chercher une tasse. « Vous voulez du café, Marc ?»« Avec plaisir, merci infiniment. » Il prit la tasse entre ses mains comme si elle contenait plus que du liquide chaud, comme si elle offrait une trêve, une respiration. Dehors, la pluie s'abattait maintenant en rideau dense. Le village semblait s'être replié sur lui-même, et dans cette maison perdue entre ciel et terre, 2 inconnus partageaient un instant suspendu. Élise l'observait à la dérobée. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes trahissaient une certaine éducation. Il regardait autour de lui avec une attention discrète. Les cadres, les livres dans la bibliothèque, la photo en noir et blanc posée sur la cheminée, Antoine et elle, souriant, à l'ouverture du café. Marc suivit son regard, mais ne posa aucune question. Il se contenta de boire son café lentement, en silence. Lorsqu'elle lui proposa de rester pour la nuit, puisque la route serait impraticable d'ici le lendemain, il accepta avec gratitude, presque avec soulagement. Ce soir-là, Élise prépara une soupe simple et coupa du pain frais. Ils mangèrent sans hâte, échangeant quelques banalités sur le temps, les collines, les saisons. Marc parlait peu de lui, et ce silence-là pourtant ne mettait pas mal à l'aise. Il semblait chargé d'un poids ancien, d'un passé soigneusement verrouillé. Lorsqu'elle monta se coucher, laissant à Marc le petit canapé lit du salon, Élise ne savait pas pourquoi elle lui faisait confiance. Peut-être à cause de la pluie, peut-être à cause de ce regard perdu, ou peut-être parce qu'elle sentait, au plus profond d'elle-même, que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Sans le savoir encore, elle venait d'ouvrir la porte à bien plus qu'un étranger fatigué.
Elle venait d'inviter dans sa vie le début d'un bouleversement. La pluie s'était calmée pendant la nuit, ne laissant derrière elle qu'un parfum de terre humide et un voile de brume suspendu au-dessus des vignes. Élise s'était levée avant l'aube, comme chaque matin, réveillée non pas par une alarme, mais par l'habitude forgée par les années. Le café ne s'ouvrait que dans 1 heure, mais elle tenait à préparer le pain grillé et à relancer la vieille machine à expresso avant que les premiers habitués ne s'installent à leur table. En descendant les escaliers, elle sentit une présence inhabituelle, un déséquilibre subtil dans la routine. Et puis il était là, assis dans le salon, réveillé, vêtu d'un pull sec qu'elle lui avait laissé, observant la lumière pâle filtrant par la fenêtre. Marc, l'homme sans passé, ou du moins sans passé dévoilé. Il se redressa à son approche et lui adressa un sourire poli. Il n'avait pas dormi profondément, cela se voyait à ses cernes, mais son regard restait attentif, presque trop. Élise, encore en robe de chambre, lui tendit une tasse sans mots. Il accepta, toujours avec cette retenue particulière qui le caractérisait. Il semblait déplacé dans ce décor simple, comme un acteur trop soigné dans une pièce rurale. « Vous partez aujourd'hui ?» demanda-t-elle plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Il hocha la tête doucement, puis regarda ses mains, grandes, fines, trop propres pour celles d'un voyageur de longue route. « Si le temps le permet, oui, mais je préférerais réparer la voiture d'abord. » Il évita soigneusement d'en dire plus. Pas de détails sur l'itinéraire ni sur la raison de son voyage. Élise fronça légèrement les sourcils, mais n'insista pas. Elle avait appris depuis la mort d'Antoine que certaines réponses ne valent pas les questions qu'on pose. Elle le laissa là, dans le salon, pendant qu'elle ouvrait le café. Vers 9 heures, après avoir servi les 3 premiers cafés et discuté brièvement avec Madame Dussault sur la récolte des figues, elle vit Marc apparaître sur le seuil. Il portait une veste empruntée à Antoine, un détail qui serra légèrement le cœur d'Élise, et proposa de l'aider au jardin où la vieille clôture penchait depuis des semaines. Elle hésita. Il n'était pas d'ici. Elle ne savait rien de lui, mais il n'avait rien demandé, il offrait. Alors elle accepta. Ils passèrent la matinée à redresser les piquets, à retendre les fils rouillés. Marc travaillait en silence, méthodique, concentré. Pas le silence pesant de ceux qui n'ont rien à dire, mais celui des gens qui pensent plus qu'ils ne parlent. Élise, elle, observait. Chaque mouvement de cet homme semblait mesuré, presque trop fluide. Il ne jurait pas, ne se plaignait pas, et son regard revenait souvent sur les choses. Un oiseau sur une branche, une fissure dans le mur, les herbes folles au pied des rosiers, comme si chaque détail comptait. À midi, elle lui proposa de rester déjeuner. Il accepta encore une fois avec cette politesse étrangère, presque d'un autre temps. « Vous avez beaucoup voyagé ?» demanda-t-elle en servant la tarte à la courgette. « Assez. Je prends le temps de découvrir les endroits loin des grandes routes. Les touristes ne viennent jamais ici. Il faut se perdre pour tomber sur Saint-Aurélien. Parfois, se perdre est la seule manière de trouver ce qu'on cherche. » Elle leva les yeux, surprise par la phrase. Il soutint son regard, sans détour. Pas de séduction, pas de flatterie. Juste une vérité dite calmement, presque comme une confession. Les jours suivants passèrent avec une étrange fluidité. Marc ne mentionna plus son départ. Il proposa d'aider pour d'autres réparations, les volets de la remise, les gouttières, la vieille pompe à eau. Il ne cherchait pas à s'imposer, mais son aide tombait toujours au bon moment, comme s'il savait où et quand il serait utile. Les villageois commencèrent à le remarquer, à poser des questions. Élise répondait par des phrases vagues. Un voyageur de passage. Il donne un coup de main. Personne ne s'en étonnait trop, dans un village où les histoires vont et viennent avec le vent. Mais Élise, elle, ne pouvait pas s'empêcher de remarquer les incohérences. Les livres qu'il feuilletait sans hésitation dans la bibliothèque, des ouvrages en anglais, en allemand, en italien. Les réflexes qu'il avait en tenant une bouteille de vin ou en ajustant un cadre. Des gestes précis, presque familiers à un monde qu'elle ne connaissait que par les magazines. Une nuit, elle le surprit dehors, assis sur le banc près du figuier, regardant les étoiles avec une intensité étrange. « Vous cherchez quelque chose là-haut » demanda-t-elle en s'approchant. Il sourit, mais ne répondit pas. Elle s'assit à côté de lui, sentant l'humidité monter du sol. « Vous n'êtes pas juste un marcheur, n'est-ce pas? Et si je l'étais, est-ce que ça changerait ce que vous pensez de moi ?» Élise resta silencieuse. Elle ne savait pas ce qu'elle pensait. Il ne lui avait rien promis, rien demandé. Et pourtant, sa présence changeait tout. Sa routine, ses pensées, son sommeil.
Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle l'attendait, chaque matin, au coin du café ou dans le jardin. Un soir, alors qu'elle rangeait les affaires d'Antoine dans une vieille malle, elle trouva un objet égaré entre les coussins du canapé, un mouchoir en lin blanc brodé avec soin. Les lettres MD s'y dessinaient, élégantes, nettes, dans un fil d'un bleu profond. Elle le prit entre ses doigts, le tourna, le sentit. Ce n'était pas un mouchoir de routard. C'était un accessoire de quelqu'un qui avait l'habitude du raffinement. Elle le regarda longtemps, assise seule dans le salon, le mouchoir posé sur ses genoux. Puis, lentement, elle se leva, monta dans sa chambre et le rangea dans un tiroir. Le lendemain, elle ne dit rien à Marc. Mais un doute, aussi léger qu'un battement d'aile, s'était installé dans son esprit. Il n'avait jamais menti. Il avait juste choisi de ne pas tout dire. Et parfois, le silence peut être plus éloquent que 1000 vérités dites trop tôt. Le matin se leva sur Saint-Aurélien, avec une clarté diffuse, enveloppant la maison d'Élise d'une lumière douce et dorée. Dans la cuisine, l'odeur familière du café noir se mêle à celle du pain grillé. Marc est déjà dehors, agenouillé près de la clôture qu'il a commencé à réparer 2 jours auparavant. Il travaille sans bruit, concentré, ses gestes précis, presque méticuleux. Élise l'observe depuis la fenêtre, sa main autour d'une tasse chaude. Il est là sans s'imposer, et pourtant il semble occuper un espace dans sa vie qu'elle n'avait pas prévu de rouvrir. Depuis qu'il est arrivé, quelque chose a changé. Le silence qui remplissait autrefois la maison n'est plus le même. Ce n'est plus un silence vide, mais un silence en tension, tissé de regards échangés, de gestes retenus, de mots tus. Marc parle peu, mais il écoute avec une intensité troublante. Chaque fois qu'elle s'adresse à lui, même pour une chose banale, il l'écoute comme si ses paroles avaient un poids rare, presque sacré. Cela la déstabilise. Elle n'est pas habituée à ce genre d'attention. Antoine, son mari, était un homme bon, solide, mais discret dans ses émotions. Marc, lui, est une énigme. Il semble en retenir plus qu'il n'en montre, et chaque jour passé à ses côtés rend ce mystère plus palpable. Ce soir-là, après avoir fermé le café, Élise propose un dîner simple. Une soupe de légumes, du fromage de chèvre, du pain frais. Marc accepte, comme toujours, avec ce calme presque déroutant. Ils mangent en silence, interrompus seulement par quelques remarques sur la météo ou les travaux au jardin. Puis, elle se lève pour allumer le vieux tourne-disque qu'elle n'a pas utilisé depuis la mort d'Antoine. Un disque de Georges Brassens tourne lentement, la voix grave emplissant la pièce. Marc lève les yeux, surpris, puis sourit légèrement. « Vous aimez la musique ancienne ?» demande-t-elle. Elle a le goût du vrai, et puis elle ne cherche pas à plaire, elle existe simplement. Elle ne répond pas, mais son regard se pose sur lui un peu plus longtemps que d'habitude. Quelque chose dans sa manière de parler la trouble. Elle se surprend à vouloir en savoir plus, à désirer comprendre qui il est vraiment, ce qu'il fuit ou ce qu'il espère trouver ici, dans ce coin oublié de la Provence. Après le dîner, ils s'installent près du poêle, chacun avec une tasse de tisane. Dehors, le vent s'est levé, balayant les feuilles mortes. La maison grince par endroits, et la lumière faiblarde de la lampe donne à la pièce une ambiance douce et feutrée. C'est alors que Marc commence à parler, lentement, sans la regarder. Il y a des endroits où l'on arrive sans savoir pourquoi. On croit voyager, mais en réalité, on cherche un endroit où se taire sans avoir à mentir. Élise, touchée par la justesse de ses mots, hoche lentement la tête. Elle connaît cette sensation. Depuis 2 ans, elle vit ainsi, en silence, refusant les grandes explications, les récits trop lisses. Marc ne parle pas de lui, pas encore, mais il commence à parler comme lui. Il s'ouvre sans s'exposer, avec une pudeur rare. Ils restent ainsi longtemps, échangeant des phrases courtes, des fragments de souvenirs. Élise lui parle d'Antoine, de la première fois qu'il l'a emmené danser, de la dernière fois qu'elle l'a vu partir pour le marché sans savoir qu'il ne reviendrait jamais. Elle ne pleure pas, mais sa voix tremble par moments. Marc l'écoute sans l'interrompre, sans chercher à consoler, simplement présent. Et cette présence, silencieuse mais attentive, vaut plus que toutes les paroles vides. La nuit est tombée depuis longtemps lorsqu'ils se lèvent enfin. Élise lui souhaite une bonne nuit, un peu plus doucement que les soirs précédents. Elle monte dans sa chambre, et lui reste en bas. Mais aucun d'eux ne dort vraiment. Les pensées se bousculent, les souvenirs remontent, les questions se multiplient. Qui est-il vraiment?
Et pourquoi cette proximité naissante semble-t-elle si naturelle, si dangereusement familière? Le lendemain matin, Élise trouve Marc dans la cuisine, préparant le café comme s'il avait toujours vécu là. Elle ne dit rien, mais un sourire s'esquisse sur ses lèvres. Il lui tend une tasse et pour la première fois leurs doigts se frôlent sans se retirer. La journée passe lentement. Le village est calme, presque désert. Marc propose de continuer les travaux sur la vieille cabane au fond du jardin. Elle accepte. Ils travaillent côte à côte, en silence, échangeant parfois un mot, un outil, un regard. Il ne s'agit pas de complicité soudaine, mais d'une sorte d'accord tacite. Chacun accepte la présence de l'autre sans chercher à la définir. Mais au fond d'elle-même, Élise sent que le temps presse. Ce calme ne durera pas. Elle le voit dans les gestes de Marc, dans son regard qui se perd parfois vers la route, dans ses silences trop chargés. Il n'est pas fait pour rester, et pourtant, il ne part pas. Ce paradoxe la ronge. Elle veut qu'il reste, mais elle refuse de s'attacher. Elle sait ce que signifie perdre quelqu'un, et elle sent dans chaque geste de Marc que s'attacher à lui serait plus qu'un risque. Ce serait une blessure annoncée. Alors, le soir venu, elle tente de prendre de la distance. Elle parle moins, évite les longs silences partagés. Mais Marc, lui, semble le remarquer sans le relever. Il continue à agir avec douceur, sans chercher à forcer les choses. Et c'est peut-être cela qui la déstabilise le plus. Son absence de stratégie, son authenticité. Comme s'il ne cherchait rien, et pourtant offrait tout simplement sa présence. Ce soir-là, avant de monter se coucher, elle retourne dans le salon pour éteindre la lampe. En se penchant pour ramasser un coussin tombé, elle aperçoit de nouveau le tiroir entrouvert du meuble où elle a rangé le mouchoir brodé. Instinctivement, elle va le chercher, le déplie, l'observe à la lumière. MD. Elle repense à son nom, Marc, et à ce regard, trop vif pour appartenir à un homme sans attache. Elle décide de ne rien dire, pas encore. Mais désormais, elle sait qu'elle devra choisir, entre la prudence et l'instinct, entre se protéger et découvrir ce que cache cet homme sans passé. La semaine avance sans heurts apparents, comme si Marc faisait désormais partie du paysage de Saint-Aurélien. Il continue d'aider Élise tantôt au café, tantôt dans le jardin ou sur la vieille terrasse en pierre qui surplombe les collines. Chaque matin, il est déjà debout lorsqu'elle descend, et chaque soir, il range les outils sans qu'on ait à lui demander. Les villageois commencent à s'habituer à sa présence, mais certains chuchotent, comme toujours. Un étranger qui s'installe ainsi sans dire d'où il vient, ça intrigue. Élise répond par des sourires polis, esquive les questions et maintient une distance protectrice, même si, au fond d'elle, les choses se compliquent. L'atmosphère entre elle et Marc est faite de retenue, de gestes mesurés, de silences qui en disent plus que les paroles. Elle le surprend parfois en train de fixer les objets de la maison, comme s'il cachait des histoires qu'il cherchait à comprendre. Les livres du mari défunt, les vieilles cartes postales punaisées sur le mur du couloir, les disques rangés par ordre alphabétique. Il ne pose pas de questions, mais ses yeux le font à sa place. Un soir d'orage, alors que le vent s'abat sur la vallée et que la pluie tambourine contre les volets, la lumière se coupe brusquement. La maison plonge dans l'obscurité. Élise allume une bougie, puis une autre, jusqu'à ce que le salon soit baigné d'une lumière vacillante. Marc entre à ce moment-là, les cheveux encore mouillés par l'averse. Il retire sa veste trempée et accepte une serviette qu'elle lui tend. On dirait que le réseau est coupé aussi, dit-il en consultant son téléphone éteint. Et si, c'est souvent comme ça. Il faut attendre, ou faire comme avant. Et comment faisait-on avant? Elle hausse les épaules et lui montre les bougies. On s'asseyait, on parlait, ou on se taisait ensemble. Il s'installe de près du poêle, dans une chaleur douce et enveloppante. Élise prend une bouteille de vin entamée et 2 verres. Elle verse lentement, sans rien dire, puis lève son verre vers lui. À la pluie, Marc sourit, lève le sien. À la lumière retrouvée. Le vin réchauffe les joues et les mots viennent plus naturellement cette fois. Élise parle presque malgré elle. Des souvenirs, des moments de silence avec Antoine, de la peur que plus jamais elle ne puisse sentir la vie vibrer en elle comme avant. Elle raconte l'odeur du café le matin, les saisons qui passent, les deuils qu'on ne partage pas vraiment, parce que personne ne peut comprendre exactement ce que l'on perd. Marc l'écoute, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur elle. Il ne coupe jamais, ne commente pas, se contente d'être là. Quand elle s'interrompt, il ne cherche pas à relancer, il attend. Puis il parle à son tour, pour la première fois, avec quelque chose de personnel dans la voix.
Il y a des endroits où l'on apprend à disparaître, et d'autres, plus rares, où l'on réapprend à exister. Je crois que je suis tombé sur l'un de ces derniers. Sa voix est basse, posée. Pas de drame, pas de phrase pour impressionner. Juste une vérité qui s'infiltre entre les murs, presque dangereuse. Élise sent un frisson lui traverser la nuque, non pas à cause du froid, mais de cette proximité nouvelle. Elle baisse les yeux, cherche à rompre le moment, mais n'y parvient pas. Marc tend la main vers une boîte en bois sur la table basse. Il l'ouvre, en sort un jeu de cartes ancien, au bord usé. « Vous jouez » ? Pas depuis longtemps. Antoine n'aimait pas trop perdre. Ils commencent une partie simple, sans enjeu, sans tension. Les gestes sont lents, le silence revient. À un moment, Élise tend la main vers une carte, frôle involontairement les doigts de Marc. Elle retire la main aussitôt, mais lui ne bouge pas. Il la regarde, longuement, puis détourne les yeux. La pluie redouble, la maison tremble légèrement sous les bourrasques. Dans un instant de flottement, Marc ouvre la bouche, comme s'il allait dire quelque chose d'important. Mais il se ravise. Il repose les cartes doucement et se lève. « Je vais me coucher. Merci pour ce moment. » Élise reste seule, troublée. Ce n'est pas le vin, ce n'est pas la fatigue. C'est ce qui n'a pas été dit. Elle le sentait prêt à se dévoiler, ou du moins à lui confier un fragment de ce passé qu'il garde sous clé. Et pourtant, encore une fois, il a reculé au bord du précipice. Elle éteint les bougies une à une, monte à l'étage, mais le sommeil mettra longtemps à venir. Au matin, Marc est déjà dehors. Il coupe des branches mortes près du figuier. Il agit comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas partagé la veille un de ces instants suspendus qui changent la texture d'un lien. Élise fait semblant aussi, mais en rangeant les tasses, elle trouve posé sur le buffet le mouchoir qu'elle avait caché dans le tiroir, propre, plié, exactement à l'endroit où il ne devrait pas être. Elle le saisit avec précaution. Les initiales sont toujours là, brodées avec une finesse impeccable. MD. Elle n'a jamais parlé de ce mouchoir à Marc. Il n'a jamais demandé où il était passé. Pourtant, il l'a retrouvé, et il l'a laissé là, sans un mot, comme un aveu muet ou comme un jeu d'esprit. Le reste de la journée se déroule dans une tension presque imperceptible. Ils échangent des mots simples, comme toujours, mais chaque phrase semble désormais porter un double sens. Élise ne dit rien à propos du mouchoir. Elle ne demande rien, mais elle sent que quelque chose a changé. Il sait qu'elle sait, et elle sait qu'il sait qu'elle se pose des questions. Ce jeu silencieux devient insupportable. Ce soir-là, elle sort seule pour marcher un peu dans le sentier qui longe les vignes. L'air est frais, saturé du parfum de la terre mouillée. Elle marche longtemps, pensant à tout ce qu'elle ne connaît pas encore de cet homme qui pourtant commence à habiter ses pensées comme un murmure persistant. En rentrant, elle le trouve dans le salon, lisant un livre de la bibliothèque d'Antoine. Il lève les yeux, referme le livre, le repose à sa place exacte. Ce roman n'est pas mal, mais je préfère les histoires vraies. Cette phrase reste en suspens. Élise ne répond pas. Elle monte se coucher sans un mot. Et Marc reste seul, à fixer la couverture du livre comme s'il cherchait une réponse que même les histoires vraies ne peuvent donner. Le lendemain, le ciel était dégagé, lavé par les pluies de la veille. Les collines, encore humides, brillaient sous le soleil matinal et la lumière entrait à flot par les fenêtres du café. Élise préparait les tables comme à son habitude, mais son esprit était ailleurs. Depuis qu'elle avait trouvé le mouchoir parfaitement plié sur le buffet, une tension persistante s'était installée en elle, une impression d'être observée, ou plutôt testée. Marc, toujours aussi réservé, se comportait avec la même douceur tranquille, sans jamais dépasser la limite qu'elle n'avait pourtant jamais formulée. Et c'est justement cette retenue constante qui l'intriguait, voire la déstabilisait. Ce matin-là, une cliente fidèle, Jeanne Montel, entra au café avec son enthousiasme habituel. Une femme volubile, au rire franc, toujours accompagnée de quelque chose à raconter. Ce jour-là, ce fut une pile de journaux et de revues récupérées de la ville voisine. Elle s'installa à la table près de la vitrine et sortit une revue brillante au papier glacé, spécialisée en actualité économique et mondaine. « Regarde ça, Élise, » dit-elle en feuilletant. « Une amie à moi travaille dans une galerie à Paris. Elle dit que ce type-là est réapparu comme par miracle. Tu te rends compte? Disparu pendant des mois. Et voilà qu'il revient, comme si de rien n'était. » Élise, d'abord peu attentive, porta finalement un regard curieux vers la page que Jeanne lui montrait.
Une double photo occupait le centre de l'article. D'un côté, un homme en costume sombre, élégamment coiffé, s'adressant à une assemblée. De l'autre, la même silhouette dans un jardin, sans cravate, entouré de jeunes entrepreneurs. Le titre en majuscule indiquait « Le retour de Marc Delacour, le magnate qui a choisi le silence ». Son souffle se coupa un instant. Elle s'efforça de ne pas réagir brusquement, prit la revue d'un geste neutre, la parcourut rapidement. L'article relatait la réapparition inattendue de Marc Delacour, héritier d'un empire financier discret mais puissant, connu pour son refus de la presse et ses apparitions publiques rares. D'après le journaliste, il avait disparu de la scène depuis presque un an, sans explication, quittant ses fonctions exécutives et rompant avec la plupart de ses obligations. Et maintenant, voilà qu'il revenait, plus apaisé, affirmant avoir trouvé un sens nouveau à sa vie après une période de retrait dans des lieux simples. Il ne nommait aucun village, ne donnait aucun détail. Mais pour Élise, les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer. Le mouchoir, l'élégance naturelle, la manière dont il connaissait tant de choses sans jamais les nommer, son silence devant certains sujets, sa familiarité avec les objets, les livres, les gestes. Et surtout, ce regard, toujours un peu ailleurs, toujours sur la retenue. Elle reposa la revue sur la table, avec un calme qui lui demandait un effort considérable. « Et tu dis qu'il s'appelle Marc Delacour ?»« Oui, » répondit Jeanne. « Tu ne connais pas ? C'est un de ces hommes qu'on ne voit jamais à la télévision, mais qui possède la moitié des parts de je ne sais quelle société internationale. Il a été fiancé à une actrice, je crois. Mais bon, c'est le genre d'histoire qui ne touche pas nos montagnes. » Élise ne répondit pas. Elle retourna derrière le comptoir, les mains légèrement tremblantes. Elle ne voulait pas sauter aux conclusions, mais l'évidence commençait à la cerner. Elle repensa à tout ce que Marc lui avait dit, ou plutôt à ce qu'il n'avait jamais dit. Il n'avait jamais affirmé être pauvre. Il ne s'était jamais prétendu sans passé. Il avait laissé entendre qu'il fuyait quelque chose, mais n'avait jamais donné de nom à cette fuite. Plus tard, alors que le café s'était vidé et que le silence de l'après-midi retombait sur la pièce, elle trouva Marc assis à l'extérieur, lisant, comme souvent, un livre qu'il avait pris dans la bibliothèque du salon. Elle s'assit en face de lui, croisa les bras sur la table. « Tu as déjà entendu parler de Marc Delacour ?» demanda-t-elle soudain. Il leva les yeux vers elle, un éclair fugitif traversant son regard. Mais son visage resta neutre. « Oui, vaguement, c'est un financier, non ? Un magnate, d'après ce qu'on dit. Il aurait disparu pendant plusieurs mois. Et maintenant, il revient, transformé, après avoir vécu dans des villages simples de France. » Marc referma lentement son livre. Il ne sourit pas, mais son regard ne fuyait pas. Il attendait. Ce ne serait pas ironique qu'un homme comme ça se retrouve ici, dans un petit village oublié, à couper du bois pour une veuve. Ce serait peut-être logique. Parfois, les endroits les plus discrets sont les seuls où l'on peut respirer sans se sentir observé. Et toi, tu dis t'appeler simplement Marc. Il acquiesça. Parce que c'est vrai, je m'appelle Marc. Mais pas seulement Marc, n'est-ce pas ? Il ne répondit pas immédiatement. Puis, avec une voix plus douce, presque lasse, il dit « Ce que je suis ou ce que j'ai été ne change rien à ce que tu as vu de moi ici. Rien n'était faux. Je n'ai rien dit, mais je n'ai jamais menti. » Elle le fixa, déstabilisée. Il ne niait pas, et pourtant, il ne confirmait pas non plus. Il laissait la vérité flotter entre eux, sans l'imposer. « Et si je veux en savoir plus, alors je te le dirai. Mais seulement si tu le veux, pas parce que je te dois une explication. Parce que je te respecte assez pour ne pas te cacher ce que tu choisis de connaître. » Le silence retomba entre eux. Élise se leva lentement. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire de cette information. Ce qu'elle savait, en revanche, c'est qu'elle n'était plus simplement une hôtesse offrant le gîte à un inconnu fatigué. Elle était devenue partie d'une histoire qui la dépassait, mais dans laquelle elle avait, à présent, son propre rôle. La lumière du matin s'étendait lentement sur le sol de pierre du café, dessinant des motifs dorés qui avançaient centimètre par centimètre. Élise observait cela machinalement depuis le comptoir, le torchon à la main, mais l'esprit ailleurs. Depuis la conversation de la veille avec Marc, une tension sourde s'était installée en elle. Il n'avait ni confirmé ni nié ce qu'elle avait sous-entendu à propos de son identité réelle. Il avait répondu avec cette prudence calculée qui disait tout sans dire un mot. Et ce silence, presque plus cruel que n'importe quelle révélation, la laissait désormais dans une position inconfortable. Elle voulait comprendre, mais en même temps,
Elle craignait ce qu'elle découvrirait. Elle s'était attachée à ce Marc-là, celui qui réparait les volets, qui écoutait sans juger, qui partageait des silences sans les remplir. Et s'il s'avérait être cet autre homme, ce Marc de la cour des magazines, que deviendrait cette proximité fragile qu'ils avaient construite? Elle n'eut pas le loisir de s'enfoncer davantage dans ses pensées. Une voiture noire s'arrêta brusquement devant le café, soulevant un nuage de poussière. Un homme en costume sombre, téléphone à l'oreille, entra sans attendre qu'on l'invite. Élise, immédiatement sur la défensive, s'avança. « Bonjour, puis-je vous aider ?» L'homme ôta ses lunettes de soleil, la regarda avec une certaine distance. « Je suis à la recherche de Monsieur Delacour. Il est ici, n'est-ce pas ?» Élise garda un visage neutre. Elle ne répondit pas tout de suite. L'homme insista, sur un ton légèrement agacé. « Il est très important que je lui parle. Il ne répond à aucun appel et cela fait des semaines que nous le cherchons. J'ai reçu un signalement de sa voiture laissée dans un garage local. Vous comprenez l'urgence. » Elle resta droite, la mâchoire tendue. « Je ne connais personne de ce nom ici, désolé. » L'homme la fixa longuement, comme s'il mesurait le poids de ses mots. Puis il glissa une carte de visite sur le comptoir. « Si jamais vous le croisez, dites-lui que son absence commence à poser de sérieux problèmes. » Il sortit sans un mot de plus. Élise resta un moment figée, le cœur battant. Elle n'était pas naïve. Elle savait que ce genre de visite allait arriver tôt ou tard. Si Marc était bien ce qu'elle soupçonnait, il ne pouvait pas disparaître ainsi sans que le monde qu'il avait quitté ne tente de le retrouver. Plus tard dans la journée, alors que le soleil était haut et que le village semblait assoupi, Marc entra dans le café. Il portait une chemise propre, les manches retroussées, et semblait plus détendu que les jours précédents. Élise l'observa en silence pendant qu'il s'approchait du comptoir. Elle sortit la carte de visite de sa poche et la posa devant lui sans un mot. Il la regarda puis baissa les yeux vers la carte. Son visage se ferma. « Il est venu ici ? » ?»« Ce matin. Il voulait te voir. Il a dit que ton absence pose problème. » Marc prit la carte, la déchira en deux lentement, puis la glissa dans sa poche. « Je m'en doutais. Tu ne peux pas disparaître ainsi. Pas sans conséquence. » Il la fixa, les yeux soudain plus sombres. « Je ne suis pas un criminel, Élise. J'ai quitté un monde où je ne voulais plus vivre. Je ne fuis pas la loi. Je fuis ce qui me tuait à petit feu. Et tu pensais que ça resterait sans réponse? Qu'on te laisserait t'installer dans un village comme si de rien n'était ?» Il se leva, fit quelques pas dans la salle vide. « Je n'ai jamais demandé à être trouvé. Et encore moins à ce que toi, tu sois mêlé à tout ça. Trop tard, dit-elle doucement. Le silence s'abattit. Il revint vers elle, plus proche cette fois. « Si tu veux que je parte, je partirai. Ce n'est pas la question. Alors quelle est-elle? La question, c'est pourquoi tu me caches encore des choses. Pourquoi tu me laisses deviner au lieu de simplement dire la vérité? » Marc soupira, s'assit à nouveau. « Parce que je ne voulais pas que tu m'acceptes pour ce que j'ai été. Je voulais que tu me vois tel que je suis ici. Pas comme ce nom, pas comme ce personnage qu'on décrit dans les journaux. Et si je ne peux pas séparer les deux ?» Il la regarda longtemps, puis répondit d'un ton calme. « Alors je comprendrai. Je ne veux pas être un fardeau pour toi, Élise. » Elle ne répondit pas. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait entendre. Le lendemain, une lettre arriva pour elle. Une grande société immobilière proposait de racheter le café, une somme alléchante, accompagnée d'un plan de rénovation complet, d'un projet de transformation du lieu en espace touristique moderne. Élise lut la lettre 2 fois. Elle savait que ce genre de proposition ne tombait pas du ciel, et elle savait, au fond, que Marc y était probablement lié. Peut-être pas directement, mais le hasard semblait trop bien aligné. Quand elle lui montra la lettre, il fronça les sourcils. « Tu ne devrais pas accepter. Ce genre de rachat est souvent une façade. Il gonfle la valeur, puis dénature tout. Ton café deviendrait un produit, pas un lieu de vie. Tu parles comme quelqu'un qui connaît ces mécanismes de l'intérieur. » Il détourna le regard. « J'ai vu ce genre de choses arriver, et j'en ai été l'un des responsables à une époque. » Elle le fixa. « Tu vois, voilà ce que je voulais entendre. Pas des demi-vérités, pas des silences. » Marc hocha lentement la tête. « Je comprends, et je suis désolé. » Elle rangea la lettre sans répondre. « Je ne vais pas vendre, pas parce que tu me l'as dit, mais parce que je ne veux pas que cet endroit perde son âme. Je ne sais pas encore ce que tu veux vraiment, Marc, mais moi je veux savoir où je mets les pieds. Je ne veux plus d'ombre. » Il ne protesta pas.
Il se leva, prit sa veste et sortit sans un mot. Mais cette fois, quelque chose s'était fissuré. Pas dans leur lien, mais dans la façade qu'il avait si soigneusement construite. La vérité, désormais, ne pouvait plus attendre. Pendant les 2 jours qui suivirent, le café d'Élise retrouva un rythme ordinaire, presque calme en apparence. Mais cette tranquillité n'était qu'une façade tendue, un silence inquiet qui occupait chaque coin de la pièce. Marc n'était pas revenu. Il n'avait pas laissé de mots, pas envoyé de message, pas téléphoné. Rien. La seule trace tangible de lui, ce fut une chemise oubliée, suspendue à un crochet dans le couloir, et une paire de chaussures soigneusement alignées près de la porte arrière. Des détails infimes, mais qui, pour Élise, prenaient une ampleur nouvelle dans cette absence brutale. Elle n'était pas sûre de vouloir qu'il revienne, mais elle n'était pas capable non plus de le chasser de ses pensées. Il lui manquait d'une façon qu'elle n'osait pas formuler. Pas comme un homme qu'on n'aime pas encore, mais comme une présence devenue essentielle sans qu'on l'ait invité à l'être. La matinée du 3e jour, elle entendit la clochette de la porte d'entrée. Elle se retourna vivement, le cœur déjà prêt à bondir. Ce n'était pas lui. Un livreur, visage neutre, habit de pluie, lui tendit une enveloppe avec son nom soigneusement écrit à la main. Elle la prit, le remercia, puis attendit que le café soit vide pour l'ouvrir. À l'intérieur, une feuille unique, sans formule, sans signature. Une écriture droite, sobre, presque trop contenue. « Je ne veux pas être une ombre dans ta vie. Si tu veux parler, je t'attends ce soir, là où la route descend vers les vignes. » « Monsieur », elle plia la lettre lentement, la rangea dans la poche de son tablier. Elle hésita tout le jour, remettant la décision à plus tard, puis encore plus tard. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle irait. Non pas pour lui, mais pour elle, pour comprendre, pour mettre un terme au flou qui l'étouffait depuis des semaines. À la tombée de la nuit, elle prit son manteau, ferma le café plus tôt, traversa le village sans se faire remarquer et marcha le long du sentier qui descendait entre les rangées de vignes. L'air était frais, chargé d'humidité. La lumière du crépuscule dessinait des ombres allongées sur la terre sombre. Et là, adossé à un vieux muret de pierre, les mains dans les poches, Marc l'attendait. Il la vit s'approcher et ne bougea pas. Il semblait plus fatigué, plus marqué, comme si les derniers jours avaient creusé quelque chose en lui. Lorsqu'elle fut à quelques pas, il parla avant qu'elle n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit. « Je ne suis pas parti parce que j'avais peur de toi. Je suis parti parce que j'avais peur de moi. » Élise ne répondit pas. Elle attendit. « Tu avais raison, bien sûr. Mon nom est Marc Delacour. Et tout ce que tu as deviné est vrai. Les affaires, les responsabilités, la presse, les décisions prises dans des bureaux trop brillants pour qu'on y voit clair. J'ai vécu tout ça. J'ai dirigé des projets qui ont fait fermer des dizaines de commerces comme le tien. J'ai conseillé des acquisitions qui ont broyé des familles entières. Tout cela sous l'étiquette de stratégie, de croissance, d'efficacité. C'était ma vie, jusqu'au jour où je n'ai plus supporté mon propre reflet. Il s'interrompit, le regard perdu vers l'horizon. Mon père est mort en me tenant responsable de tout ce que je devenais. Ma mère a cessé de me parler, et moi je n'avais plus envie de me parler non plus. Alors j'ai tout quitté. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit sans but. La Provence m'a arrêté par hasard. Et puis, je suis arrivé devant ta maison. Élise le regardait immobile. Il n'y avait pas de jeu dans sa voix, pas de justification. Il ne cherchait ni pitié, ni absolution. Il parlait comme on vide un sac trop lourd, sans attendre qu'on le ramasse. Je ne voulais pas que tu m'accueilles parce que je suis Delacour. Je voulais être juste Marc, pas pour te mentir, mais pour me rappeler que je pouvais encore exister sans tout ça. Il la regarda enfin, droit dans les yeux. « Je comprends si tu ne veux plus me voir. Tu as eu confiance en quelqu'un qui t'a caché l'essentiel. Et je sais ce que ça coûte, la confiance. Je n'attends rien, mais je te devais ça. » Élise sentait la colère monter en elle. Une colère étrange mêlée de tristesse et de soulagement. Elle avait imaginé 1000 scénarios, des explications tordues, des justifications maladroites. Ce qu'il lui offrait, c'était autre chose. Brut, direct, sans enjolivement. Tu m'as laissé faire confiance à un homme que je ne connaissais pas. Et pourtant, c'est celui que j'ai vu réparer la clôture, celui qui partageait le silence, celui qui ne m'a pas parlé de chiffres ni de profits, mais qui a su entendre ma peine. Je ne sais pas qui tu es vraiment, Marc. Peut-être que tu ne le sais pas non plus. Mais je ne veux pas revivre une autre perte. Je ne veux pas m'attacher à quelqu'un qui pourrait repartir dès qu'il se sent de nouveau à l'étroit.
Je ne veux plus fuir, répondit-il, mais je comprends que tu ne veuilles pas de promesses. Ils restèrent là, sous les premières étoiles, dans un silence lourd, mais cette fois nécessaire. Élise savait que quelque chose venait de changer. La vérité, même douloureuse, venait de prendre la place des suppositions. Et dans cette vérité, il n'y avait ni héros ni victime. Juste deux personnes face à leur propre histoire. Elle tourna les talons sans un mot, laissant Marc seul, mais pas rejeté. Ce n'était pas un adieu. C'était une frontière, une ligne tracée avec douleur mais sans rancune. Il lui avait dit la vérité. Elle devait maintenant décider ce qu'elle voulait en faire. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève au-dessus des collines, Élise se réveilla dans un silence plus pesant que d'habitude. Elle descendit les escaliers, le cœur serré, pressentant quelque chose de différent. La maison était calme, trop calme. Le canapé du salon, où Marc avait dormi les premières nuits, était vide. La couverture pliée, le coussin bien rangé. Sur la table basse, une feuille de papier manuscrite posée sans enveloppe. Elle la prit, la lut d'une traite. Les mots étaient simples. « Merci de m'avoir rappelé ce que c'est que le réel. Monsieur. » Aucun détail, aucune promesse, aucune demande. Un simple adieu écrit à l'encre bleue, sur le même ton discret que sa présence avait toujours eu. Élise resta debout au milieu du salon, incapable de bouger, la lettre toujours entre les mains. Elle n'était pas surprise. Elle savait, depuis leur conversation dans les vignes, que c'était une possibilité. Pourtant, la réalité du vide laissé derrière lui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle aurait pu se mettre en colère, pleurer, crier. Mais au lieu de cela, elle s'assit lentement, laissant le silence envahir la pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste que le son lointain du vent contre les vitres. Marc était parti, pas comme un lâche, pas comme un fugitif. Il était parti en homme qui ne voulait pas devenir un poids. Et c'était justement cela qui rendait son absence plus difficile à supporter. Ce n'était pas une rupture, c'était un effacement. Les jours suivants, Élise s'efforça de reprendre le cours normal de sa vie. Elle rouvrit le café, salua les clients avec le même sourire poli, écouta les histoires du village comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Elle marchait dans une maison trop silencieuse, préparait du café pour une table de plus qu'il n'en fallait, refermait la porte le soir en jetant un regard inutile vers la route. Le vide laissé par Marc n'était pas celui d'un homme parti, c'était celui d'un lien interrompu sans éclat, mais avec une justesse qui lui donnait un poids insupportable. Les rumeurs allaient bon train. Certains avaient vu une voiture de luxe passer à l'aube. D'autres affirmant que l'homme mystérieux n'était qu'un touriste lassé. Personne ne savait la vérité, mais tout le monde spéculait. Élise se contentait d'écouter, de hocher la tête, de détourner la conversation dès qu'elle le pouvait. Elle refusait de le réduire à une anecdote de village. Un matin, un agent de la société immobilière revint avec une nouvelle proposition, plus élevée, plus pressante. Cette fois, l'offre venait avec des plans détaillés, un calendrier d'exécution et même des options d'emploi pour elle, si elle acceptait de rester en tant que gestionnaire du nouvel espace rénové. Elle prit la brochure, la lut attentivement, puis la posa sans un mot sur le comptoir. « Je vous donne ma réponse demain. » Elle ferma plus tôt ce jour-là, marcha longtemps dans les champs au-delà du village. Elle repensait à ce que Marc avait dit, sur les lieux qu'on transforme pour les rentabiliser, sur ce qu'on détruit sous prétexte d'amélioration. Elle se souvint de ses paroles, mais aussi de ses silences, de ce qu'il ne disait pas, mais montrait chaque jour à travers ses gestes. Et plus elle marchait, plus elle se rendait compte que vendre serait une trahison. Pas envers lui, pas envers le souvenir qu'il avait laissé, mais envers elle-même. Elle ne voulait pas que le café devienne un décor. Il avait été bâti avec ses mains et celles d'Antoine. Il était l'empreinte de ce qu'elle avait aimé, perdu, reconstruit. Et ce lieu, pour elle, avait une valeur qu'aucun chèque ne saurait compenser. Le soir, elle écrivit une lettre de refus, brève, ferme. Elle la posta le lendemain matin, sans hésitation. Elle ne savait pas si Marc en entendrait parler. Elle ne savait pas s'il avait espéré ou redouté ce choix. Mais elle savait qu'elle le faisait en accord avec ce qu'elle était. Et ce sentiment-là, même douloureux, lui redonna une forme de paix. Les semaines passèrent, la saison changea, les jours se raccourcirent, l'air devint plus vif. Le café continua d'ouvrir, jour après jour, accueillant les villageois, les visiteurs perdus, les habitués silencieux. Élise s'y accrocha non par devoir mais par conviction. Elle refusait d'abandonner ce qui avait du sens, même seule.
même sans réponse. Et puis un matin, une cliente laissa un magazine sur la table. Élise, en rangeant, reconnut aussitôt la couverture. Une photo en couleur prise dans un jardin discret de Paris. Le titre en lettres capitales, « Le retour de Marc Delacour, le choix du silence, la force du retrait ». Elle ouvrit la revue, tremblante. L'article long retraçait le parcours du magnate de sa disparition à son retour discret dans la sphère publique. On y lisait qu'il avait repris partiellement ses activités, mais déléguait désormais la plupart de ses responsabilités. Il avait refusé toute conférence, toute apparition mondaine. À la question sur ce qui avait motivé son retrait, il répondit simplement qu'il avait vécu un moment de vérité dans un endroit trop précieux pour être nommé. Il ne donnait aucun détail, aucun nom. Mais pour Élise, il n'y avait aucun doute. Il parlait de Saint-Aurélien, il parlait d'elle. Elle referma la revue, la posa sur une étagère. Pas pour s'en débarrasser, mais pour la garder comme on garde un souvenir discret, privé. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas un appel, mais c'était un signe, suffisant pour lui rappeler qu'elle n'avait pas rêvé, que ce qu'ils avaient partagé avait existé, que même s'il était parti, il ne l'avait pas effacé. Elle retourna à son service comme si de rien n'était. Mais ce jour-là, chaque geste, chaque sourire, chaque regard portait une légèreté nouvelle. Le vide laissé par Marc était toujours là, mais il n'était plus synonyme d'absence. Il était devenu un espace habité par la mémoire, par la vérité qu'il avait osé partager, par la décision qu'elle avait prise seule, mais avec lui quelque part en tête. Et dans ce calme revenu, dans cette routine à nouveau stable, Élise comprit que certaines rencontres, même brèves, changent les fondations, et que même sans certitude, sans présence, elles laissent en nous une trace que rien ne peut effacer. Au petit matin, le village baignait dans une lumière douce. Élise arriva au café un peu plus tôt que d'habitude, l'esprit encore embrouillé par des rêves fragmentés. Elle ouvrit les volets, balaya la poussière, disposa les tasses, des gestes connus, automatiques, réconfortants. Pourtant, une sorte de tension persistait dans l'air, comme si un souffle nouveau circulait dans la pièce. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle attendait. Un mot, un signe, ou simplement l'impression que tout cela avait un sens. Elle ne savait pas non plus combien de temps elle pourrait supporter cette incertitude. Vers midi, alors qu'elle servait un café à Monsieur Leroy, un homme d'âge mûr venu souvent discuter politique et vendange, elle aperçut sur une table un exemplaire de Élysée Magazine, un mensuel aux pages glacées et au sujet glamour. Elle le reconnut immédiatement. Quelqu'un l'avait oublié la veille. Sur la couverture, une photographie éclatante de Marc Delacour, en costume sombre et cravate, posant devant un éclairage tamisé. Le titre barrait la page. Le retour de Marc Delacour, le magnate qui a choisi le retrait. Il y avait des sous-titres. Un homme discret mais puissant. Pourquoi il réapparaît maintenant? Ses projets pour l'avenir. Élise resta figée, la main serrée autour de la tasse qu'elle venait de porter. Le cœur battant, elle s'approcha, prit la revue avec précaution. À l'intérieur, l'article occupait 6 pages. On y retrouvait le parcours de Delacour, de son enfance dans une famille aisée à la tête de plusieurs entreprises, ses études à l'école de commerce, ses choix stratégiques controversés, ses rumeurs de scandales financiers, les crises traversées. Puis l'article évoquait sa disparition volontaire, évoquant l'idée qu'il aurait choisi de se retirer pour se recentrer, renouer avec une vie plus authentique. Une photo montrait une silhouette dans un village, assise près d'un jardin. La légende disait « Delacour retrouvé dans un village provençal ». Un autre encadré citait « J'ai voulu entendre le silence », phrase attribuée indirectement. Aucun nom de village mentionné, aucune référence directe à Saint-Aurélien. Élise lut lentement, retenant chaque mot, chaque tournure. Elle ressentait une douleur étrange, comme si on la confrontait à un souvenir inexprimé. Elle relut la citation qui semblait lui être adressée, même si l'article ne la connaissait pas. Le monde ne comprend pas toujours ceux qui partent pour mieux revenir. Elle ferma enfin les yeux un instant, puis replaça silencieusement la revue sur la table. Quand Marc entra un peu après, elle le vit au coin de l'œil, mais ne dit rien. Elle continua de servir le café, gardant la revue près d'elle. Lorsqu'il s'approcha du comptoir, son regard se posa sur cette couverture. Elle sentit son souffle se couper. Il fronça les sourcils, mais ne dit rien immédiatement. « Vous l'avez vue, cette revue » demanda-t-elle doucement. Il acquiesça, les traits fermés. « Oui, il me cherche. Toujours. »
Elle soutint son regard. « Et vous ne l'avez pas arrêté. Je n'ai pas le pouvoir d'effacer les journaux. Vous pourriez essayer. » Il sourit, amer. « J'ai essayé une fois. On m'a dit que le silence est plus dangereux que le bruit. Que l'on me cherche, je ne m'y oppose pas toujours. Du moins pas quand cela ne perturbe que les magazines. » Elle posa la revue devant lui. « C'est ici. Ce visage, ce nom, ton nom. » Il prit la revue, lut quelques lignes sans vraiment les voir, puis la reposa sur le comptoir. « Écoute, je ne regrette pas mon choix. Mais je comprends pourquoi tu es en colère, pourquoi tu doutes. Pourquoi avez-vous agi comme si j'étais ta complice sans le savoir ?» Il s'approcha, la voix douce mais décidée. « Parce que je ne voulais pas t'imposer des choses que tu n'as pas demandées. Parce que je voulais te donner le temps de te construire une image de moi, avant que la vraie ne te fracture. » Elle recula légèrement, blessée. « Vous ne m'avez pas donné ce temps. Vous m'avez laissé deviner, espérer, bâtir ce qui n'était peut-être jamais prévu. » Marc inspira profondément. « Tu mérites des réponses claires. Je veux te les donner. Mais pas ici, pas devant tout le café. » Il l'invita silencieusement à le suivre à l'arrière, dans une petite pièce attenante, une réserve poussiéreuse où étaient rangées quelques caisses vides et vieux outils. Elle le suivit, le cœur lourd. Il referma doucement la porte. « Je vais te raconter, pas pour me justifier, pour que tu saches, pour que tu choisisses, en connaissance de cause. » Il s'installa sur une caisse, la regarda longuement avant de commencer. « Quand j'ai quitté les affaires, ce n'était pas un geste impulsif. C'était une fissure, lentement creusée depuis des années. Les transactions, les chiffres, les décisions qui se faisaient dans mon nom mais sans mon accord, je suis devenu un homme que je ne reconnaissais plus dans le miroir. Je ne supportais plus cette divergence. Alors j'ai tout quitté, ou du moins ce que je croyais être tout. J'ai laissé derrière moi des dettes, des contrats, des partenaires mécontents. J'ai dû me dissocier de certaines entreprises, faire des sacrifices, accepter des parts vendues, des responsabilités déplacées. J'ai interféré, j'ai fait taire des rumeurs. Cela a été destructeur. Tout cela pour renaître, ou du moins pour tenter de renaître. » Elle l'écoutait, silencieuse, le visage fatigué par l'émotion. Ses mains tremblaient légèrement. « Il y a un contrat que je n'ai pas pu rompre, » dit-il. « Une entreprise dont le rachat avait déjà été amorcé. Si je voulais effacer tout, je devais en passer par cette étape. C'est pour cela que l'offre pour ton café est arrivée. Ce n'est pas une coïncidence. C'était un test, un pont entre deux vies. Je voulais voir si tu tenais vraiment à ce lieu, à toi-même. » Élise sentit la colère monter, mais aussi une sorte de compréhension douloureuse. Elle serra les poings. « Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec les vies des autres. » Il hocha la tête avec tristesse. « Je sais, et je suis désolé, je voulais que le café soit un lieu à part, hors des affaires, un refuge, mais je l'ai transformé en enjeu sans m'en rendre compte. » Elle détourna le regard, les larmes aux yeux. « Je sais ce que ce lieu vaut, pour moi, mais je ne sais plus ce que tu vaux pour moi. » Il se leva, vint près d'elle. « Je veux que tu le saches, je ne t'ai jamais vu comme un simple abri. Tu étais plus que ça dès le début. » Elle le regarda, hésitante. « Et maintenant ?» Il inspira profondément. « Je demande une chance, pas de promesse impossible, mais une chance d'être honnête, avec toi et avec moi-même. » Elle ferma les yeux un instant, l'émotion l'envahissant. Puis elle se redressa, lentement. « Je ne promets rien, mais je veux t'écouter, et je veux décider après. » Il acquiesça, soulagé. Il savait que c'était un accord fragile, mais c'était un début. Ils sortirent de la réserve côte à côte, laissant derrière eux le parfum du café, le bruit des tasses, le silence réel reconquis. L'article était sur la table, les pages ouvertes. Il n'y avait plus de secrets qui ne doivent être confrontés. Le passé avait parlé, la vérité s'était imposée. Et entre eux, quelque chose de solide, né dans ce silence dense, commençait à prendre forme. Les jours passèrent sans nouvelles. Élise continuait sa routine entre les murs familiers du café, mais chaque geste semblait un peu plus vide, comme si la mécanique de sa vie tournait encore sans que le cœur suive vraiment. Elle avait accepté d'écouter, elle avait entendu. Elle n'avait pas répondu immédiatement. Peut-être parce qu'il fallait du temps pour digérer ce genre de vérité. Peut-être parce qu'elle craignait d'admettre à quel point elle tenait à lui malgré tout. Ce qui était certain, c'est que son absence recommençait à peser. Cette fois, non pas comme un départ brutal, mais comme une suspension. Quelque chose d'inachevé, en attente d'un choix qu'elle n'était pas encore prête à faire. Puis, un matin, une enveloppe arriva.
cacheté à Paris, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, une invitation élégante, imprimée sur un carton épais. Exposition caritative au Palais de Tokyo, organisée par la Fondation de la Cour. Vernissage prévu samedi soir à 20 h. Élise fixa la carte, surprise. Pas un mot manuscrit, pas d'accompagnement. Juste cette invitation muette, mais claire. Une porte entr'ouverte, une décision à prendre. Elle hésita 2 jours, puis, en silence, prépara une petite valise, ferma le café pour le week-end, une première en plusieurs années, et prit le train pour Paris. Pendant le trajet, elle observa les paysages défiler par la vitre sans vraiment les voir. Son esprit allait et venait, entre le calme des collines provençales et le chaos présumé de la capitale. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, ni même si elle allait dire quoi que ce soit. À son arrivée, la ville lui sembla bruyante, étrangère, presque hostile. Les gens marchaient vite, parlaient fort, évitèrent les regards. Elle passa l'après-midi dans un petit hôtel près du Trocadéro, relisant l'invitation plusieurs fois, comme pour y trouver un sens caché. Puis en début de soirée, elle enfila une robe simple, noire, classique, celle qu'elle avait portée aux obsèques d'Antoine, étrangement. Peut-être parce qu'elle n'avait rien d'autre qui semblait assez sobre pour l'occasion. Peut-être parce que cette soirée représentait aussi, d'une certaine manière, la fin d'un cycle. À 20 h précises, elle franchit les portes du palais de Tokyo. L'espace était vaste, lumineux, rempli de visages élégants et de conversations mondaines. Elle se sentait déplacée, comme un intrus dans un monde qu'elle n'avait jamais voulu approcher. Mais elle marcha droit, lentement, observant les œuvres exposées, les regards furtifs qui se posaient sur elle sans la reconnaître. Et puis, elle le vit, Marc, debout près d'un tableau abstrait, vêtu d'un costume sobre, sans cravate. Il parlait à un petit groupe, mais dès qu'il l'aperçut, son regard changea. Il cessa immédiatement de parler, s'excusa auprès des personnes autour de lui et s'approcha les yeux rivés aux siens. « Tu es venu, tu m'as invité. » Ils restèrent un instant face à face, sans savoir par où commencer. Elle observa son visage. Il semblait plus tendu que dans ses souvenirs, plus cerné, mais il y avait dans ses yeux la même intensité calme, la même sincérité contenue. « Ce monde-là n'est pas le mien, » dit-elle enfin. « Ce n'est plus le mien non plus, » répondit-il. « Et pourtant tu es ici, avec ton nom en lettres d'or sur les murs. Je devais honorer un engagement pris il y a longtemps. Je ne voulais pas revenir ainsi, mais je n'avais pas le choix. Tu en as toujours un. » Il acquiesça lentement. « C'est vrai. Et ce soir, j'en ai fait un. J'ai annoncé à mes associés que je me retirais définitivement des affaires publiques, que je confiais la direction à d'autres. Je ne veux plus être le visage de cette machine. Je veux vivre autrement. » Élise resta silencieuse. Elle ne voulait pas de grands discours. Elle voulait la vérité. Et elle la sentait là, dans la fatigue de ses traits, dans la simplicité de ses mots. Pourquoi m'avoir invité ici? Pourquoi dans ce lieu, à ce moment? Parce que je voulais que tu vois. Non pas ce que j'ai été, mais ce que je quitte. Je ne voulais pas que tu imagines ou que tu devines. Je voulais que tu le constates par toi-même, que tu saches ce que j'abandonne si je te choisis. Tu me choisis? Il baissa légèrement les yeux, puis les releva. Ce n'est pas une question de choix, c'est une évidence. Depuis ce café, depuis cette soupe partagée, depuis ce silence, je n'ai jamais été aussi vrai qu'avec toi. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle détourna les yeux vers la foule, vers les visages qui riaient sans l'écouter, vers ce monde brillant mais creux. Je n'appartiens pas à tout ça. Je n'ai jamais su jouer à ces jeux-là. Moi non plus. Plus maintenant. Je n'ai pas besoin de promesses, Élise, ni de réponses immédiates. Je veux juste savoir si toi aussi tu ressens encore ce lien entre nous. Et si oui, alors je suis prêt à attendre, à venir, à reconstruire. Elle resta immobile un long moment, les bras croisés contre elle-même. Puis elle le regarda à nouveau longuement. « Je ne veux pas d'un homme en fuite. Je veux quelqu'un qui sait pourquoi il reste. Je suis encore en chemin, mais je sais déjà vers quoi je vais. » Elle hocha lentement la tête. « Alors reviens quand tu sauras marcher sans courir, quand tu sauras t'arrêter sans disparaître. » Elle se détourna sans attendre de réponse, traversa la salle sans se retourner. Il ne tenta pas de la retenir. Il la laissa partir, avec la même dignité que celle avec laquelle elle était venue. Ce n'était pas un adieu, c'était une pause, une respiration nécessaire. Et dans cette pause, quelque chose d'essentiel avait été dit, sans cri, sans promesse.
Juste la vérité nue. Et parfois, cela suffit. Le retour à Saint-Aurélien fut silencieux. Élise reprit le train le lendemain matin sans avoir dormi réellement, le visage encore empreint de tout ce qui s'était dit la veille. Paris, avec ses lumières, son bruit, sa tension, lui avait laissé une sensation d'irréalité. Tout était allé trop vite, et pourtant, chaque mot échangé avait pesé comme une pierre posée avec soin. Marc lui avait ouvert une porte, sans la pousser à entrer. Il avait exprimé une volonté, mais sans exigence, et elle, en retour, avait posé des limites, non par méfiance, mais parce qu'elle en avait besoin. Elle ne voulait pas rejouer un passé où les choses lui échappaient. Elle voulait comprendre, décider. Et si quelque chose devait naître à nouveau, cela ne se ferait pas dans le brouillard d'un départ mal guéri. De retour chez elle, elle reprit sa routine sans rien changer. Elle réouvrit le café dès le mardi matin, comme si rien ne s'était passé. Les habitués revinrent peu à peu, le village reprit son souffle habituel. Mais dans la tête d'Élise, quelque chose s'était déplacé. Elle n'était plus exactement la même. Elle se sentait à la fois plus légère et plus exposée. Elle avait vu Marc dans son ancien monde, au milieu de ses contradictions, et il ne l'avait pas repoussé. Il lui avait montré, sans artifice, qu'il était prêt à quitter tout cela, mais seulement si cela avait un sens. S'il y avait une direction, un espace commun où reconstruire. 3 semaines s'écoulèrent ainsi, sans un mot, sans un signe. Élise se demandait parfois s'il reviendrait, puis se forçait à ne pas y penser. Elle avait déjà trop attendu dans sa vie. Elle n'allait pas recommencer à suspendre ses journées à l'ombre d'un retour hypothétique. Pourtant, chaque soir, elle jetait un regard vers la route, un réflexe qu'elle ne s'expliquait plus. Puis un matin, alors qu'elle ouvrait les volets, elle aperçut une silhouette au loin. Un homme seul marchait sur le sentier qui menait au café. Il n'y avait pas de voiture, pas de valise, seulement un sac en toile, jeté sur l'épaule, et une démarche lente, sans urgence. Lorsqu'il arriva à hauteur de la terrasse, Élise comprit immédiatement. C'était Marc. Il avait le visage fatigué, la barbe légèrement plus longue, les cheveux un peu en bataille. Mais surtout, il avait ce regard. Celui d'un homme qui n'était plus en fuite. Il s'arrêta devant elle, le souffle un peu court. « Je ne suis pas venu pour t'arracher une réponse. Je suis venu te donner la mienne. » Elle ne dit rien. Elle attendait. J'ai quitté la direction de toutes mes entreprises. Définitivement. J'ai signé ce matin même les derniers actes de transfert. Je ne suis plus associé majoritaire de rien. Je garde une part minime dans une fondation à but non lucratif, mais tout le reste, je l'ai laissé. Pas par rejet, pas par punition, mais parce que ce n'était plus moi. J'ai compris que je devais cesser de survivre dans un monde que je n'habitais plus. Et je ne pouvais pas commencer autre chose tant que je portais encore les vêtements de mon passé. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. Pas d'engagement, pas de vie à deux, pas de réponse immédiate. Je suis venu parce que je crois à ce que nous avons construit. Même si c'était fragile, même si ce n'était pas prévu. Et je veux voir ce que cela peut devenir si on le laisse respirer. Tu veux rester? Il sourit légèrement. Je veux m'installer. Lentement. Je vais chercher une maison dans le coin. Pas trop près, pas trop loin. Je ne veux pas t'envahir, je veux juste être là. Et si un jour tu veux qu'on partage quelque chose, tu sauras où me trouver. Elle le regarda longuement, touchée par la simplicité de ses mots. Il n'était plus l'homme qui prenait, qui décidait, qui imposait. Il était devenu quelqu'un qui propose, qui attend, qui respecte. Et si je ne veux jamais, alors je continuerai à vivre ici, à reconstruire quelque chose de vrai pour moi, même si ce n'est pas avec toi. Ce n'était pas une déclaration, c'était une offrande. Et dans cette offrande, Élise sentit quelque chose d'essentiel, un apaisement. Il n'était plus là pour combler un vide. Il était là parce qu'il avait enfin trouvé un endroit où exister pleinement. Elle hocha doucement la tête. « Je ne te promets rien, mais tu peux rester, tu peux commencer. » « Merci. » Il déposa son sac au sol, s'assit à une des tables extérieures du café et regarda les collines comme s'il les voyait pour la première fois. Élise rentra, mit de l'eau à bouillir et prépara 2 cafés, sans mots, sans promesses. Mais avec cette évidence silencieuse, parfois, le plus grand choix, c'est de rester. Et c'est ce qu'il venait de faire. L'automne s'installait peu à peu sur les collines de Saint-Aurélien. Les feuilles viraient à l'ocre, l'air devenait plus vif et le silence prenait une nouvelle densité dans les rues pavées du village. Depuis le retour de Marc, les jours avaient suivi un rythme discret, respectueux, presque suspendu.
Il n'était pas venu au café tous les jours, n'avait pas tenté d'envahir l'espace d'Élise. Il s'était installé dans une petite maison à l'écart du centre, un ancien relais qu'il avait rénové avec l'aide de quelques artisans locaux. Il passait parfois, commandait un café, échangeait quelques mots. Mais il ne restait jamais trop longtemps. Élise remarquait sa présence, notait son absence, mais n'ouvrait pas plus que nécessaire. Elle l'avait autorisé à rester, pas à entrer, et lui respectait cela. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait. Elle savait seulement que sa solitude n'était plus un vide, mais un choix qu'elle avait besoin de comprendre à nouveau. Elle avait aimé, perdu, puis appris à vivre sans. L'idée de recommencer, de se rouvrir, n'était pas une décision rapide. Elle observait Marc de loin, constatait ses gestes simples, sa manière de parler aux villageois, de se mêler à la vie locale sans l'écraser. Il avait changé. Ce n'était pas un autre homme, mais c'était un homme plus calme, plus mesuré, plus présent. Un soir, en rangeant les étagères du café, Élise tomba sur une boîte oubliée. À l'intérieur, des lettres anciennes, des factures, quelques souvenirs d'Antoine. Parmi elles, un sachet de lavande séchée, gardé dans un mouchoir brodé. Elle ne se souvenait pas l'avoir conservé. Elle le porta à son nez, respira profondément. L'odeur, bien que fanée, portait encore quelque chose de doux, de précis. Elle pensa à Marc, à ce qu'il avait dit lors de leur dernière conversation. Pas de promesse, juste une présence. Elle monta dans sa chambre, sortit du tiroir un papier à lettres qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années et écrivit quelques lignes. Une seule phrase, en fait, sans fioriture, sans explication. Ici, le café attend encore quelqu'un pour réparer la clôture. Elle glissa le sachet de lavande dans l'enveloppe, referma soigneusement et la déposa dans la boîte aux lettres du village, adressée à Marc de la Cour, rue des Chênes, Saint-Aurélien. Le lendemain, elle ouvrit le café à l'heure habituelle, nettoya les tables, alluma la machine à café. Il n'était pas là, ni le midi, ni l'après-midi. Une part d'elle en fut soulagée. Une autre, plus enfouie, plus fébrile, espérait sans vouloir l'admettre. La journée passa. Elle ferma le café, rentra chez elle, rangea quelques affaires, relut sa lettre dans sa tête, et puis, vers 19 heures, elle entendit des pas sur le gravier. Elle ouvrit doucement la porte. Marc était là. Il portait un sac à dos, un pull usé, ses cheveux encore humides de la brume du soir. Pas de voiture, pas de montre, rien qui rappelle l'homme de la revue. Il tenait le sachet de lavande dans sa main. « Tu avais dit que la clôture avait encore besoin d'un coup de main. » Elle s'écarta, le laissa entrer. Il déposa son sac dans l'entrée comme s'il avait toujours su où poser ses affaires. Aucun mot inutile ne fut prononcé. Elle lui servit un thé, ils s'assirent, face à face dans le salon. Les gestes simples reprenaient leur place, comme s'ils n'avaient jamais été interrompus. « Tu comptes rester longtemps cette fois ?» demanda-t-elle enfin, la voix posée. « Aussi longtemps qu'il faudra, ou jusqu'à ce que tu me dises de partir. » Elle acquiesça lentement, sans sourire. Ce n'était pas encore le moment des sourires, mais quelque chose en elle se relâcha, comme une corde tirée trop longtemps qui se permet enfin un peu de souplesse. « Tu peux rester ici ce soir. Le canapé est toujours là. » Je m'en souviens. Il s'installa dans le salon sans poser de questions. Elle monta se coucher, ferma la porte doucement derrière elle. Le silence n'était plus pesant. Il était plein d'attentes, de possibles. Le lendemain, il était déjà dans le jardin à l'aube en train d'observer la clôture. Il mesurait, inspectait, notait. Lorsqu'elle sortit, il se tourna vers elle. « J'aurais besoin d'outils, et peut-être d'un peu d'aide. Je peux t'accorder 1 heure, dit-elle. Ce fut ainsi que les choses reprirent. Pas dans une effusion, pas dans une déclaration, mais dans l'action, dans le quotidien. Elle lui offrit 1 heure, puis 2, puis la journée entière. Et bientôt, Marc devint une présence régulière. Toujours discret, toujours en retrait. Mais là, il réparait, aménageait, proposait son aide aux voisins, passait au marché, parlait peu, mais regardait beaucoup. Élise ne disait toujours pas ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas besoin. Il avait compris. Elle n'avait pas besoin d'un homme parfait, ni d'un amour idéalisé. Elle avait besoin d'un partenaire, de quelqu'un qui sache où il met les pieds, qui ne promette rien qu'il ne puisse tenir, mais qui soit prêt à construire, lentement, patiemment. Et c'était ce que Marc faisait. Avec chaque latte remplacée dans la clôture, chaque coup de peinture sur les volets, chaque café partagé sans un mot de trop, il tissait quelque chose. Ce n'était pas encore une histoire d'amour,
C'était plus fragile, plus précieux. C'était une fondation. Et pour Élise, après tout ce qu'elle avait vécu, c'était déjà beaucoup. L'hiver s'annonçait, mais la Provence gardait encore la douceur de ses lumières basses et de ses après-midi dorés. Dans le village de Saint-Aurélien, la vie suivait son cours, faite de petits gestes répétés, de salutations matinales et de silences partagés. Depuis quelques semaines, les regards s'étaient habitués à voir Marc Delacour arpenter les rues du village, saluer les commerçants, discuter avec les anciens, réparer des clôtures, livrer des sacs de farine ou aider à porter les sacs au marché. On ne parlait plus vraiment de lui comme d'un étranger. Il était devenu un visage familier, discret mais constant. Élise, elle, n'avait rien annoncé. Elle n'avait rien à expliquer. Elle laissait les choses suivre leur rythme. Et dans ce rythme, Marc avait trouvé sa place. Il avait décidé de passer une partie de l'année en Provence, entre cette maison qu'il avait achetée à quelques minutes à pied du café et quelques allers-retours occasionnels à Paris, non plus pour gérer des affaires, mais pour rencontrer des partenaires locaux dans une optique totalement nouvelle. Il ne cherchait plus le rendement. Il investissait désormais anonymement dans de petites entreprises de la région, des artisans, des coopératives agricoles, des projets qui avaient du sens. Pas pour gagner, pour transmettre. Avec Élise, les choses avaient évolué lentement. Il avait d'abord été un invité, puis un soutien, puis une présence. Et maintenant, sans que cela ait été nommé, il était devenu un partenaire, pas seulement pour réparer des clôtures ou servir au café. Il était là chaque jour, dans les détails, dans les décisions, dans les silences pleins et les gestes simples. Il n'y avait pas eu de demande, pas de serment, mais une continuité, une évidence tranquille. Le café Moreau, après de longues hésitations, avait été réaménagé, pas transformé, pas modernisé au point de perdre son âme, juste revu, avec délicatesse. Les boiseries avaient été réparées, la terrasse élargie, quelques fauteuils confortables ajoutés à l'intérieur, une nouvelle étagère de livres installée près de la cheminée. On y avait même ajouté un petit coin de vente avec des produits locaux, confitures, savons artisanaux, sachets de lavande. Tout était discret, soigné, fidèle à l'esprit du lieu. Élise avait tout supervisé. Marc avait proposé son aide sans jamais imposer ses idées. Et quand le nouveau panneau fut accroché, simplement inscrit Café Élise, personne ne posa de questions. Tout le monde comprit. Les habitants du village avaient vu, au fil des mois, l'évolution naturelle de cette relation. Ils avaient vu Marc devenir un homme du coin, sans jamais chercher à briller. Ils avaient vu Élise s'ouvrir, non pas dans les grands gestes, mais dans ses sourires qui restaient un peu plus longtemps, dans ses regards qu'elle ne détournait plus. Ils comprirent que quelque chose de fort s'était tissé entre eux, et ils respectèrent cela. Un matin, alors que les premières gelées parsemaient les champs alentours, Marc arriva au café avec un panier sous le bras. Il y avait du pain frais, du miel et un bouquet d'olives coupées du jardin. Élise, qui préparait les premières commandes, le vit entrer et posa la cafetière. « Tu comptes m'apporter ça tous les matins ? Seulement quand tu oublies de fermer ta porte du jardin, » répondit-il en déposant le panier sur le comptoir. Elle sourit, discrètement. Puis, comme souvent, ils commencèrent la journée ensemble, elle derrière le comptoir, lui à nettoyer les tables extérieures, à discuter avec les clients matinaux. Il connaissait désormais tous les prénoms. Il savait ce que chacun aimait boire, ce que certains lisaient, ce que d'autres n'aimaient pas entendre. Il avait appris la langue du village sans même s'en rendre compte. À midi, ils s'assirent à l'arrière du café, sur la petite terrasse privée qui donnait sur les collines. Le soleil d'hiver réchauffait encore un peu l'air. Ils partagèrent une tarte aux poireaux, un verre de vin, quelques silences apaisés. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle soudainement, sans le regarder. « Regretter quoi ? Ce que tu as laissé, ce que tu étais avant. » Il mit un instant avant de répondre. « Non, je n'ai pas renoncé. J'ai choisi. Ce que j'ai quitté ne me ressemblait plus. Ce que je construis ici avec toi, avec ces gens, me rend plus complet que tous les titres que j'ai pu porter. Il n'y a rien à regretter quand on se retrouve enfin. » Elle hocha la tête, touchée par la sincérité de ses mots. « Et tu comptes rester ? Aussi longtemps que ce silence-là ne devient pas un vide, et que toi tu continues à m'offrir ce regard-là, sans promesse, mais sans éloignement. » Ils restèrent ainsi côte à côte, sans avoir besoin de plus. Ils n'étaient pas un couple flamboyant. Ils n'étaient pas une histoire d'amour romanesque. Ils étaient deux personnes qui s'étaient trouvées dans un lieu inattendu,
à un moment précis, et qui avait décidé de ne pas se perdre à nouveau. L'hiver continua. Le café devint un lieu de refuge pour les villageois, un espace où la lumière était toujours douce, où le café fumait en permanence, où les livres changèrent de main et où les sourires ne manquaient jamais. Élise et Marc n'avaient pas besoin de se dire qu'ils formaient désormais un nous. Cela se voyait, cela se sentait. Et dans ce coin discret de la Provence, au milieu des collines et des figuiers, dans un café sans prétention mais rempli de vie, une vérité douce s'était imposée. Parfois, il suffit d'ouvrir la porte à un inconnu pour tout changer. Et ce changement, loin du bruit du monde, pouvait devenir la plus grande des certitudes.